Bonsoir à tous, le face-à-face de la semaine. Éric Zemmour, Aurélien Taché, 1 heure de débat entre l'éditorialiste et le député du Val d'Oise. Voici le sommaire. À l'heure où les personnalités et périodes de l'histoire font polémique, faut-il commémorer le bicentenaire de Napoléon? Faut-il rendre hommage à la Commune? Faut-il dissocier histoire et mémoire? Face à notre histoire, quel récit national doit-on adopter aujourd'hui pour entretenir l'héritage de la France d'hier? Et puis, si s'approprier notre histoire par la formule « Nos ancêtres les Gaulois étaient un marqueur pour devenir français », qu'en est-il aujourd'hui? Doit-on inventer une nouvelle citoyenneté? Voilà pour le sommaire, on commence tout de suite. Bonsoir Aurélien Taché, bonsoir Éric Zemmour. Bonsoir. Aurélien Taché, vous êtes déjà venu il y a pile un an nous voir, merci beaucoup de revenir. Vous êtes député du Val d'Oise, vous êtes coprésident du parti de gauche, Les Nouveaux Démocrates, un parti politique qui a été lancé en décembre 2020, après avoir quitté l'AREM. Vous étiez auparavant au PS et vous êtes également auteur des 72 propositions pour l'intégration des étrangers il y a 3 ans, qui ont été publiées donc il y a 3 ans. Alors, on va commencer par une première partie au sein de laquelle nous allons analyser l'année 2021 à l'épreuve des commémorations. Première question. La commémoration du bicentenaire de la mort de Napoléon, le 5 mai 1821, fait polémique dans la classe politique entre les tenants d'un hommage national et ceux au contraire qui refusent que la République honore publiquement sa mémoire. Faut-il, oui ou non, rendre hommage à Napoléon Bonaparte? Moi, ce que je crois, c'est qu'il faut évidemment parler de ce bicentenaire, faire une commémoration. Il ne s'agit pas d'effacer quoi que ce soit. Moi, je ne suis pas un adepte de la cancel culture ou de l'annulation. En revanche, il y a beaucoup de choses à dire et pas que des choses positives. Et il y a même beaucoup de choses négatives à dire. Et dans le message politique qui sera renvoyé, je pense qu'il est important de dire un certain nombre de choses. D'abord, rendre hommage à Napoléon, qui était quand même l'apôtre d'un pouvoir fort, autoritaire, dans un moment où la démocratie est assez fragile, moi, je dis prudence. Prudence parce qu'effectivement, en France, quand le culte des hommes forts se fait trop entendre, on sait parfois comment ça peut terminer. Et puis surtout, par rapport à d'autres débats très contemporains et dont on parle beaucoup en ce moment, et notamment la fameuse question du rétablissement de l'esclavage, je pense qu'il faut dire que quand Napoléon Bonaparte rétablit l'esclavage, il met aussi en place une politique extrêmement brutale qui n'avait jamais été mise en place en France avant, une politique d'apartheid, où les Noirs sont exclus de la citoyenneté, où les mariages mixtes sont interdits, où les Noirs ne peuvent même plus retourner en France en métropole. Pensons au général Dumas, le père des écrivains Dumas, qui a dû demander une dérogation à Napoléon pour rester vivre à Villers-Cotterêts. Donc cette politique-là a des conséquences extrêmement importantes. Finalement, Napoléon Bonaparte, il invente l'indigénat avant la question de l'Algérie. Et ça n'est absolument pas neutre. Cette politique-là, c'est finalement nier une part d'humanité, comme disait Jean-Pascal Zadi l'autre soir au César, à bon nombre de Français. Ça entre en résonance avec beaucoup de débats actuels et je pense qu'il faut être capable de dire tout ça et de dire que la question raciale n'est pas seulement américaine, comme on voudrait nous le faire croire, mais que c'est bien dans l'histoire française aussi qu'on peut trouver des débats autour de cette question et qu'il faut pouvoir aujourd'hui dire tout cela à nos contemporains. C'est extrêmement important. Éric Zemmour. Alors, qu'on puisse tout dire, je suis bien d'accord avec vous. Il faut vraiment pouvoir tout dire et pouvoir débattre de tout. Par ailleurs, en revanche, je trouve cette polémique un peu grotesque. C'est-à-dire qu'on est là à se demander en France si on va commémorer le bicentenaire de la mort du Français le plus célèbre au monde. Ça paraît un peu dérisoire. Vous savez... Même ses adversaires les plus farouches, comme les Anglais ou les Russes, l'admirent aujourd'hui. Les Coréens se battent à coups de millions de dollars pour acheter un bout de son chapeau. Et nous, on est là à dire « Ah bah peut-être qu'il a été méchant, ah bah peut-être que c'est un pouvoir fort ». Tout ça est ridicule. Ça, c'est vraiment ce que je pense profondément. En plus, ce n'est pas innocent. C'est ridicule, mais pas innocent. Pourquoi ? Parce que Napoléon incarne le moment où la France a été la plus puissante dans l'histoire, sans doute avec Louis XIV. Le moment où elle a dominé l'Europe et où elle avait une politique authentiquement mondiale. On pourrait parler pendant des heures de sa politique maritime dont on ne parle jamais. On parle toujours de ses grandes batailles continentales, mais on ne sait pas que, en fait, il avait une vision très maritime et qu'il a réalisé, en fait, le rêve de Colbert d'avoir une politique mondiale, etc. Et vous allez voir que c'est un lien avec ce que vous dites sur l'esclavage, etc. Donc, je pense que ce n'est pas un hasard parce que je pense qu'il y a des forces très puissantes depuis des décennies qui veulent détruire dans le cœur et dans l'esprit des jeunes Français tout ce qui a trait à la grandeur de la France. Et donc Napoléon incarne la grandeur de la France. Et il l'incarne, et c'est pour ça
qu'on veut salir sa mémoire. Maintenant, vous parlez de le rétablissement de l'esclavage comme si c'était un sujet fondamental dans l'histoire de Napoléon. Ce n'est pas, pardonnez-moi, hein, mais c'est vraiment quelque chose de dérisoire pour Napoléon. C'est-à-dire que l'essentiel est ailleurs pour lui. Il a un gros problème, et vous le savez très bien. Il a des îles avec le sucre, qui est à l'époque une denrée essentielle. La France est depuis Louis XV le principal exportateur de sucre, donc c'est comme le pétrole aujourd'hui. Et il a, depuis l'abolition de l'esclavage, des révoltes d'esclaves qui ont d'abord mis à feu et à sang la Guadeloupe, avec la guillotine qui a guillotiné en vrac des créoles. Les créoles, c'est les blancs. Et il a en Martinique, justement, des blancs complètement affolés qui se sont donnés à l'Angleterre pour échapper au sort funeste des Guadeloupéens, des créoles guadeloupéens. Et donc, il a Haïti aussi, qui est à l'époque, donc, qui est français. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il rétablit l'esclavage pour rétablir l'ordre, tout simplement. Et parce qu'il a en plus pas à l'époque la marine pour protéger ces zones. Donc, c'est quelque chose de politique. Je ne pense pas, si vous voulez, que ça soit une conception raciste des choses. Il s'en moque complètement. Il a autre chose, d'autres chats à fouetter, si vous me pardonnez cette expression. Il a la guerre en Europe. Il a à imposer l'hégémonie française en Europe. C'est autrement plus important. C'est un anachronisme, si vous voulez. Je finis simplement. Oui. Je crois que c'est l'historien Marc Bloch qui disait la plus grande faute en histoire, c'est l'anachronisme. Et bien, cette querelle sur l'esclavage est de l'anachronisme. Précisément, moi, je ne pense pas que ce soit de l'anachronisme, d'abord parce qu'il y avait à l'époque des gens qui s'y opposaient. Bien sûr, mais ça a toujours existé au XVIIIe siècle, au XVIIe siècle. Donc, c'était un débat très actuel. Vous dites que la France, c'était une période de grandeur de la France. Je connais vos idées, Éric Zemmour, mais à quel prix la grandeur de la France? Vous assumez que pour que la France soit grande, elle peut aussi être violente, elle peut aussi être inégalitaire. Vous l'assumez. Moi, c'est aux antipodes de mes idées. Et si vous dites que, effectivement, dans l'histoire napoléonienne, le rétablissement de l'esclavage n'est peut-être pas le point le plus important, c'est un point extrêmement important pour l'histoire de France. C'est ce que j'évoquais juste avant. Napoléon Bonaparte, pourquoi il va rétablir l'esclavage? Oui, effectivement, il y a la question du sucre et les questions économiques, mais pour une raison simple, c'est qu'il s'est, pardonnez-moi l'expression, planté en Égypte, et il veut poursuivre son rêve impérial en Amérique. Absolument. Et faire du golfe du Mexique une mer française, etc. Donc il se dit, pour fonctionner, pour réussir mes rêves impériaux de grandeur, je vais rétablir l'esclavage. Et ça, c'est terrible, parce que ça conduit à quoi, au final? Ça conduit au fait que Haïti, qui voulait rester français, Toussaint Louverture, qui est plutôt quelqu'un qu'on devrait célébrer, lui, je crois. Mais Napoléon a négocié avec Toussaint Louverture. Oui, enfin bon, il a surtout fait arrêter, ils ont fait massacrer mais parce qu'il a refusé de se soumettre. Et comment ça se termine? Ça se termine par l'indépendance d'Haïti. C'est un échec. Ça se termine par le retour des guerres en Europe, alors qu'on avait enfin fini un peu les guerres en Europe avec le traité d'Amiens, avec la paix avec les Anglais. Le fait que les Anglais nous voient revenir en Amérique pour essayer d'aller conquérir des éléments américains relance les guerres. Et donc, il faut dire ça aussi. Napoléon, on dit parfois, il a simplement poursuivi les guerres de la Révolution. Mais non, les guerres de la Révolution étaient terminées en 1802. Et parce qu'il a voulu aller conquérir l'Amérique en rétablissant l'esclavage, on repart sur des guerres terribles en Europe et des milliers de morts. Donc cette histoire, elle est quand même très importante dans l'histoire de France. Finalement, Napoléon, et je vous l'ai dit tout à l'heure, il a inventé l'indigénat. Ouais. Napoléon, finalement, c'est un peu comme si l'OAS était au pouvoir en Algérie, quoi. C'est à peu près ça. C'est le parallèle politique qu'on pourrait tracer. Vraiment comme un anachronisme, vous faites fort, là. Ah bah non, je suis désolé. Et cette question raciale, encore une fois, on voit qu'elle puise aussi ses sources dans la question française. Et que, par exemple, quand Emmanuel Macron refuse de parler de George Floyd en disant « ça n'est pas une histoire française », il se trompe. C'est une histoire éminemment française. Et ça, il faut le redire. Éric Zemmour. Vous reprochez à Napoléon de vouloir corriger les défaites de la monarchie. Vous reprochez à Napoléon, quand vous dites les guerres de la Révolution s'est terminées à 1802, c'est grâce à qui? C'est grâce aux victoires de Napoléon. De Talleyrand, sinon, pas du tout. C'est grâce aux victoires de Napoléon en Italie. C'est tout. Et grâce à Marengo. Sinon, il n'y aurait pas eu de paix. Deuxièmement, pourquoi il veut une politique mondiale? Tout simplement parce que l'Angleterre nous a vaincus avec le traité de Paris en 1763. Il s'agit d'une opposition d'hégémonie mondiale. C'est exactement comme aujourd'hui entre les États-Unis et la Chine. Alors vous, évidemment, vous nous dites « Ah, on aurait mieux fait de se coucher et de continuer tranquille, on avait perdu contre les Anglais, il n'y avait pas besoin de prendre sa revanche. » Moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Je pense que la France mérite et mériterait une politique mondiale et mériterait l'hégémonie mondiale. Moi, je suis français, donc j'aime la France. Et je ne suis pas pour une hégémonie anglaise. Parce que vous comprenez, quand vous me dites « Ah oui, mais ça a fait des morts, etc. » Oui, mais vous savez, comment vous dire ça? Sioran a une très jolie phrase, il dit « Tant qu'un pays, tant qu'un peuple, tant qu'une nation a conscience de sa supériorité,
elle est féroce et respectée. Dès qu'elle ne l'a plus, elle s'humanise, mais ne compte plus. Les deux parties de la phrase, c'est vous et moi. Vous êtes la deuxième partie de la phrase, je suis la première. Alors, vous pouvez me reprocher ma brutalité, mais moi, au moins, la France était respectée et crainte. Vous, avec votre humanisme, la France ne compte plus. C'est un choix dans la vie, c'est un choix dans l'histoire. Mais quand on aime la France, j'aime la France aussi, on veut le bonheur de son peuple. Qu'est-ce qui amène le bonheur des Français? Est-ce que c'est d'essayer de bâtir une politique intérieure comme extérieure d'ailleurs, qui soit humaniste, qui soit basée sur la paix, la tolérance, la démocratie? Ou est-ce que c'est les rêves de grandeur, y compris qui doivent passer par la violence, la guerre, et qui n'amènent que misère et chaos au peuple? Parce que c'est quand même exactement ce qui s'est passé sous la période napoléonienne. Et donc ça, effectivement, moi j'assume parfaitement de refuser l'ensauvagement du monde, parce que c'était ce que Césaire appelait l'ensauvagement du monde, l'impérialisme. Mais si vous refusez de combattre, et en vous inscrivant là-dedans, vous êtes un sauvage. Si vous refusez de combattre, donc vous vous soumettez, Monsieur Taché. Et donc vous vous soumettez à l'époque à la puissance anglaise et désormais à d'autres hégémonies. Il faut choisir dans la vie. Est-ce qu'on accepte de combattre pour sa liberté et pour son indépendance, ou est-ce qu'on se soumet au plus fort? Vous vous soumettez au plus fort. C'est un choix, mais c'est un choix qu'on connaît dans l'histoire de France. Il y en a toujours eu. Vous faites comme s'il n'y avait que cette alternative. Oui, il n'y a que cette alternative. Non, oui. Il y a un autre chemin. Lequel? Il y a deux chemins, effectivement, en politique. Vous avez raison. Il y a le chemin de l'absolutisme, de la violence, de l'unité à tout prix et de la grandeur à tout prix que vous prônez. Pas la grandeur, la puissance. Par la brutalité. La puissance, pas la grandeur, Monsieur Taché. La puissance, c'est parce qu'on a perdu que les Anglais ont dominé l'Europe et le monde pendant tout le 19e siècle. Moi, je préfère que la France domine le monde. Vous m'excusez, c'est un choix. C'est peut-être parce qu'on manquait de bons diplomates et que le traité de Paris a été mal négocié. Non, parce qu'on a perdu la guerre. On n'a pas su. Parce qu'on a perdu la guerre. On a perdu la guerre de 7 ans. On a perdu la guerre de 7 ans. Vous savez qu'il y avait tout n'est pas de la diplomatie, Monsieur Taché. Vous savez que ce traité a été inéquitable, alors que oui, parce qu'on a perdu. On a eu d'autres moments dans l'histoire avec soit des monarques, soit des gouvernements divers et variés qui ont su mener une politique diplomatique habile, qui ont su défendre ces valeurs de tolérance, de paix, qui ont pu dans le monde, amener des moments d'acclamie, amener des moments de partage. Je sais que vous n'allez pas être fan de la référence, mais le ministre de Napoléon, Talleyrand, était bien plus malin. Talleyrand est un traître. Lui pensait à l'équilibre européen. Lui savait que si la France voulait absolument conquérir ses voisins, nous serions en guerre perpétuelle et ce serait la fin de la France. Talleyrand est un traître. C'est Talleyrand qui a poussé le tsar et l'empereur d'Autriche et le roi de Prusse à se révolter contre Napoléon. Talleyrand aurait dû être fusillé. Pas du tout. Talleyrand aurait dû être fusillé. Talleyrand est un traître à la France, parce que c'est la France qui a été dominée par l'Angleterre. Seulement, je vous rappelle que Talleyrand a été acheté par l'Angleterre. Ceci explique peut-être cela. Oui, je pense que un peu vite en disant cela, mais enfin... Que répondez-vous à Éric Zemmour lorsqu'il vous dit que pour lui, Napoléon, justement, le rétablissement de l'esclavage était dérisoire par rapport à tout son parcours et sa vision et sa grandeur et sa vision de la France? Je peux dire un mot, Monsieur Taché, avant que vous répondiez. Quand il est revenu pour les 100 jours en mars 1815, il a interdit la traite des Noirs. Donc c'était... Un petit peu par opportunisme et sous l'influence d'un libéral comme Benjamin Constant, qui n'est pas un de vos amis politiques. Mais ça fait rien. Quelqu'un qui prend la paix. Il a rallié Napoléon. Moi, tout me va quand on rallie Napoléon. Très bien. C'était un peu... Peut-être qu'Éric Zemmour... Et c'était un grand esprit, Benjamin Constant. Oui. Un très bon écrivain. Un grand écrivain. Alors, répondez à Éric Zemmour dans le fait où, effectivement, est-ce que c'est dérisoire? Il dit que c'est dérisoire. Et puis aussi, répondez aussi au fait que ce 1815, pourquoi est-ce qu'il est souvent occulté? D'accord. Moi, je ne peux pas considérer que ce soit dérisoire parce que, comme je viens de le dire, encore une fois, ce rétablissement de l'esclavage, il a une visée. Il a une visée que la France aille conquérir l'Amérique. Oui. Ce qui parce qu'on l'a perdu, Monsieur Taché. On repart en guerre avec les Anglais et que ça conduit à toutes les grandes guerres qui vont suivre pendant 12 ans avec toutes les dizaines de milliers de morts pour la France qu'on a connues. Donc ça n'est absolument pas neutre. Ça n'est pas qu'une question de rétablir l'esclavage. Ensuite, une fois que cet esclavage est rétabli, on inscrit dans le marbre de l'histoire française des politiques violemment inégalitaires. On invente ce système d'indigénat dans les Antilles et qui sera ensuite reproduit par Bugeaud et par tous ceux qui feront ensuite l'Algérie française. Donc ça n'est absolument pas neutre pour l'histoire de la France dans son ensemble, véritablement. Est-ce que vous savez qu'à l'époque, les Anglais, vous croyez qu'en Inde, ils n'ont pas une politique inégalitaire avec les Indiens? Vous croyez que les immigrants américains arrivant aux États-Unis ne vont pas massacrer et génocider les Indiens? Est-ce que vous pensez qu'à l'époque, il y a des politiques égalitaires? Est-ce que ça existe seulement des politiques égalitaires? Il y en a qui les défendent en tout cas. Il y en a, ça n'existe pas de toute façon. Mais à l'époque, il n'y a pas de social-démocrate suédois, monsieur Taché. La Révolution française, elle ne met rien comme politique égalitaire. La Révolution française
française, c'est elle qui va déclarer la guerre à l'Europe, monsieur Taché. Toutes les guerres dont vous vous plaignez, c'est la Révolution française qui les déclare. Et arrêtez un peu. Et c'est au nom de la Révolution française qu'on va faire la guerre à toute l'Europe pendant 15 ans. Et on sera bien content que Napoléon gagne, parce que si jamais il n'avait pas gagné en Italie et à Marengo, on aurait eu le roi beaucoup plus tôt. Et vous ne seriez pas là en train de dire « Ah, mais la Révolution, comme c'est grand ». Il y aurait eu un rétablissement de la monarchie très vite. Donc, vous devriez remercier Napoléon Bonaparte. L'esclavage est aboli par la Révolution française. Elle met une politique d'égalité entre les différents citoyens. Mais elle met les colonies à feu et à sang. Et ce que vous dites sur les guerres, je suis désolé, ce sont plutôt les coalitions européennes qui veulent rétablir un roi en France qui attaquent la France. C'est pas les révolutionnaires qui veulent absolument. C'est la France qui déclare la guerre. Oui, enfin bon. En 1792, ce sont les Girondins qui déclarent la guerre. Je suis désolé. Il y a un certain nombre de coalitions qui menacent l'Europe à ce moment-là, et sur le plan des droits des femmes, sur le plan de l'égalité entre les citoyens, sur le plan de tout un tas de sujets, on a une politique égalitaire avec la Révolution. Napoléon, c'est le Code civil qui effectivement réduira la femme finalement à l'état de choses et de biens de l'homme. C'est remettre les maréchaux d'empire, une aristocratie. C'est rompre avec le principe d'égalité de la Révolution. On réinvente une aristocratie. Soit dit au passage, vous dites que Talleyrand était vendu aux Anglais. Oui. Napoléon Bonaparte a lui placé toute sa famille et ses amis et leur a mis des titres, des terres, les a mis un petit peu roitelets partout en Europe. Donc on revient à la vieille monarchie, comme le roi Louis XIV, tout aussi inégalitaire que l'Ancien Régime. Donc quand on dit que Napoléon est le sauveur de la République, pardonnez-moi, mais c'est quand même assez incroyable de dire ça. Alors, premièrement, quand vous dites que c'est la Révolution qui a instauré l'égalité entre les hommes et les femmes, c'est faux. C'est justement la Révolution, par la bouche de Robespierre lui-même, qui les a renvoyés dans leur foyer. Ce n'est pas Bonaparte. Bonaparte a continué la Révolution là-dessus. Et il faut bien comprendre que s'ils ont fait ça, ce n'est pas par misogynie, comme on le lit partout. C'est parce qu'il y avait eu auparavant justement cette fameuse guerre de 7 ans, la fameuse politique de Louis XV qui avait échoué, et la politique de Louis XV qui était inspirée par Madame de Pompadour. Et quand vous lisez les biographies de Madame de Pompadour, c'est très intéressant. Je vous recommande par exemple la biographie des frères Goncourt, remarquablement écrite, et qui explique très bien la haine des Français pour Madame de Pompadour et tout le mouvement qu'on pourrait appeler anti-féministe, qui va naître avec Rousseau, qui va continuer avec Robespierre et qui va s'achever avec Napoléon. Vous savez, il y a à l'époque, ça va vous amuser je pense, vous vous souvenez de cet observateur anglais, Arthur Young, qui se balade en France à l'époque et qui observe la Révolution. Et à un moment, il dit grâce à la Révolution, vous m'entendez, les femmes ne vont plus gouverner ce pays qui était gouverné par les femmes, et la France en sera mieux gouvernée. Donc vous voyez, c'est pas seulement Napoléon, c'est un mouvement de fond à l'époque qu'il faut bien comprendre. Donc, encore une fois, pas d'anachronisme. Oui, c'est ça le seul problème. Olympe de Gouges existe, des figures. Mais Olympe de Gouges, elle est guillotinée par qui? Par Napoléon? Non, mais j'ai pas dit ça. Par Robespierre. Par la Révolution. Mais je n'aime pas Robespierre. Moi, je préfère Condorcet, je préfère d'autres figures qui prônent la tolérance. Oui, non, mais évidemment, c'est pas de ma faute. Ceux qui défendent la paix, l'humanisme et la démocratie. Mais ceux qui perdent, ils sont guillotinés. Parce qu'effectivement, on prône une société violente et qu'on s'assoit. Non, les hommes sont violents, monsieur Taché. Mais les hommes sont violents. C'est peut-être ce qui nous différencie. Vous pensez qu'il ne peut pas être autrement. Soit on est les... Oui, on ne peut pas faire autrement. Oui, c'est comme ça l'humanité. Moi, j'admets l'humanité telle qu'elle est. Mais parce que pas telle qu'elle devrait être. Moi, je souhaite la faire progresser, voyez-vous. Oui. Et je pense qu'on doit pouvoir tirer un certain nombre d'enseignements de l'histoire et que l'histoire peut nous faire progresser. Alors, et c'est pour ça que c'est important de dire tout ça. Dans tout ce débat, on va parler de tout ça, justement, et de faire évoluer. J'aimerais savoir le Code civil. Vous en avez parlé tout à l'heure, bonne ou mauvaise chose. J'aimerais vous entendre tous les deux là-dessus. Et puis le million de morts aussi, attribué à Napoléon. J'aimerais... non. Voilà, les guerres sanglantes, Éric Zemmour, attribuées à Napoléon. Est-ce qu'elles méritent, justement, d'occulter le personnage que certains veulent décrire comme effectivement comme le personnage le plus connu de France à l'extérieur. D'abord le Code civil. D'abord le Code civil, c'est beaucoup portaliste. Napoléon, voilà, sûr. Et bon, il reprend. Enfin, il assiste aux réunions du Conseil d'État. D'accord, mais enfin. Mais je suis d'accord avec vous, c'est portaliste. C'est d'abord portaliste. Bon, après, évidemment. Il fait le choix politique de soutenir cela. Quand on regarde le contenu du Code civil, effectivement, vous pouvez dire qu'à l'époque, tout le monde n'était pas féministe, c'est toujours le cas aujourd'hui d'ailleurs, mais il y avait déjà des féministes. Donc, on pouvait imaginer. Il y en avait 3, elles ont été guillotinées. Non, bon, c'est vous qui exagérez, vous le savez très bien. En revanche. Allez, 4. Le choix qui est fait dans le Code civil est effectivement de plutôt mettre en place une égalité entre les femmes et les hommes. Donc c'est quand même quelque chose qui n'est pas formidable. Sur le plan purement juridique, effectivement, il y a une espèce de construction qui est assez sophistiquée et intéressante pour l'époque. On peut le dire, ça c'est vrai. Non, allez au-delà, monsieur Taché, pardonnez-moi. C'est la consécration de la Révolution.
et de l'égalité des hommes entre eux et de la méritocratie. C'est-à-dire qu'il n'y a plus, contrairement à ce que vous avez dit tout à l'heure, de privilèges de naissance. Quand vous dites que les maréchaux ont des situations extraordinaires, mais les maréchaux, monsieur Taché, contrairement à vous et moi, ils ont risqué leur peau. Et ils ont failli mourir 10 fois. Et ils ont gagné des batailles sur le champ de bataille en estropiant des Russes, des Prussiens et des Autrichiens. C'est pas rien. Mais est-ce qu'on doit mettre fin à l'égalité pour cela? C'est ça la question. Mais on n'a pas rompu l'égalité. Enfin, c'est le mérite, monsieur Taché, le mérite. Le principe d'hérédité avec l'Empire, il a mis l'hérédité que pour lui. Il n'a même pas mis l'hérédité pour sa famille. Ça en dit long. Mais c'est l'Europe de l'époque. Encore une fois, vous faites de l'anachronisme. Non, ça n'est pas forcément l'Europe de l'époque. Mais si, c'est l'Europe de l'époque. Vous faites comme si les Républicains n'existaient pas en France à cette époque. Mais ils ont le pouvoir nulle part. Et ça a mis la chienlit pendant 10 ans. Et donc Napoléon arrête ça. Parce que justement, la révolution de 89 à 99 a mis la chienlit partout en France. C'est un désordre et c'est la misère. Donc il faut arrêter ça peut-être. Je ne crois pas que ça ait été beaucoup mieux avec l'Empire. Et tous les Jacobins. Il y a eu des centaines de milliers de morts. Et c'est bien plus que sous la période de la Révolution française, parce que la Révolution gagne et ce sont les guerres de la Révolution. Napoléon en perd beaucoup. Et la Révolution, elle gagne grâce à Bonaparte. Non, mais elle gagne pas grâce à Bonaparte. Sinon, elle perd toutes ses batailles au début, voyons. Non, mais vous ne pouvez pas dire qu'un seul général aurait fait gagner. Et puis en plus, c'est très tardif, les combats de Napoléon. Oui, mais avant, on perd. Avant, on perd, sauf le miracle de Valmy. Et pourquoi la France n'est pas envahie et le roi rétabli alors? Mais on est envahi. On gagne à Valmy uniquement. Et on gagne la bataille de Fleurus. Voilà. Ça, vous avez raison, c'est sans Bonaparte. Mais après, franchement, les batailles, on repère de nouveau. Et c'est Bonaparte en 96-97. Même les batailles sur le Rhin sont perdues. Et heureusement que Bonaparte à l'époque, gagne les batailles sur l'Italie. Ça n'est qu'un général à l'époque. Politiquement, il ne décide pas. Donc c'est bien la Révolution et les armées révolutionnaires qui gagnent ces batailles. Donc quand c'est Bonaparte qui gagne, c'est la Révolution qui gagne. Et quand c'est Napoléon qui perd, c'est Napoléon. Il n'est pas chef de l'État. Il est simple général. Aurélien Taché, il est piètre militaire, pauvre stratège, selon vous, Napoléon? En tout cas, on lui attribue là aussi beaucoup de mérite. Et non, mais je veux dire, il a aussi eu des défaites absolument cuisantes. Et d'ailleurs, ça se termine très mal, comme on le sait. Donc, moi, je ne pense pas que il a toute l'Europe contre lui, monsieur Taché. Oui, il y a une raison. Pendant 10 ans. Il y a une raison, c'est qu'il ne cesse de vouloir envahir tout le monde et de vouloir imposer une Europe totalement française. Une Europe française. Je sais que vous confondez la France et l'Europe, Éric Zemmour. Pas du tout. Moi, je suis pour une Europe française. Non, vous êtes pour une France impérialiste. Absolument. Qui s'étend sur tous les pays d'Europe. Oui, mais ça, c'est. Mais c'était la France, monsieur Taché. Ça, ce sont des espèces d'illusions de grandeur qui conduisent à la mort, à la violence et à la déchéance, parce que ça s'est terminé comme ça pour Napoléon. Donc les Anglais ont eu tort de conquérir les Indes. C'est un délire de grandeur. Et donc, les Anglais ont eu tort de dominer tout le 19e siècle. Et donc, les Américains ont eu tort de dominer tout le monde entier du 20e siècle. Ce sont des délires de grandeur. Évidemment, quand on perd, vous allez dire que c'est un délire de grandeur. Mais quand on gagne, monsieur Taché... Les Anglais n'ont pas essayé de conquérir le reste de l'Europe. Ils ont conquis le monde entier. Vous avez raison, c'est rien. On parlait de l'Europe. Mais l'Europe, ils étaient beaucoup plus malins, les Anglais. Ce sont les Anglais qui montent. Ce sont les Anglais qui montent les uns contre les autres. C'est la technique anglaise depuis 8 siècles. Et ils ont réussi contre Louis XIV à monter toute l'Europe contre Louis XIV. Ça, vous ne le dites pas. Et ils ont réussi à monter toute l'Europe contre Napoléon et contre la Révolution française. C'est ça l'objectif des Anglais. Donc quand vous dites c'est Napoléon, les coalitions, ce n'est jamais Napoléon qui attaque. Sauf 1812, la Russie. Et c'est une erreur. En 1802, après Amiens, la paix est installée. Et qui déclare la guerre en Europe? Qui déclare la guerre après? Après que Napoléon Bonaparte ait essayé, après avoir rétabli l'esclavage, d'aller conquérir l'Amérique. Mais pas du tout. Il n'y arrive pas parce qu'il perd la Louisiane. Ce sont les terres françaises. Il perd absolument tout là-bas, Haïti, la Louisiane. Et donc non, les défaites de Napoléon sont en plus manifestes. Bon, Aurélien Taché, faut-il commémorer Napoléon, oui ou non? Commémorer pour discuter de ce que nous sommes en train de faire ici, mais pas le célébrer. D'accord. Et Éric Zemmour, vous êtes absolument d'accord. Alors, on a vu justement... Pas du tout. Il faut le commémorer, le célébrer. Oui. Je vous répète, c'est le plus grand Français. Pour moi, c'est le plus grand personnage de l'histoire de France. Et c'est le Français le plus admiré dans le monde. Je ne peux pas dire mieux. Alors, plus que Louis XIV, selon vous? Ah non, c'est plus que Louis XIV, Éric Zemmour? Plus que Louis XIV, bien sûr. Alors, messieurs, maintenant... Louis XIV, il est né roi. Bonaparte, il est né rien. C'est tout ce qu'on peut lui reconnaître. Ah, quand même. Au moins un petit point d'accord. Alors, on a vu la personnalité ou les personnalités qui peuvent faire polémique, et il y a des périodes qui font polémique. On va parler de la Commune. Faut-il commémorer la Commune, les 150 ans? Oui, non? Moi, je dis que oui, évidemment que oui. Et justement, c'est ce que je disais aussi au départ, dans ce moment où, encore une fois, la démocratie vacille, les gens doutent, les Français regardent et commencent à se dire, est-ce que finalement ce régime démocratique... Excusez-moi, en fonction des périodes de la démocratie, on commémore ou pas? En tout cas, moi, je pense que... Moi, je suis un démocrate.
contrairement à Éric Zemmour, je suis un démocrate, un humaniste. Je suis un démocrate. Je prends Le peuple était avec Napoléon, mon cher. Non, vous êtes admiratif de ceux qui prennent le pouvoir par la force, comme avec Napoléon. Pas du c'est tout. pas véritablement la démocratie. Pas du tout. Et puis ensuite, essaye de mener la guerre partout pour pouvoir conquérir les plébiscite pays a approuvé, autour. je vous rappelle que le peuple a approuvé Napoléon et a approuvé majoritairement Napoléon. Mais la toute sa vie. démocratie n'est pas que le plébiscite. Pour moi, ce n'est pas très démocratique, le plébiscite. Mais encore une fois, vous faites de l'anachronisme, monsieur Non, Taché. je ne crois pas. Mais pour la commune, effectivement, c'est quoi? C'est l'idée de dire on va essayer d'aller plus loin dans l'idéal démocratique et on va essayer, nous, citoyens de Paris, de pouvoir prendre des décisions nous-mêmes. Et sur le temps très court qu'a duré la commune, il faut voir ce que ça veut dire en termes de conquête de droits. Moi qui suis un progressiste, moi qui souhaite qu'on conquiert de nouveaux droits sociaux, démocratiques, je regarde la commune et je vois effectivement les logements vides réquisitionnés, l'école gratuite, les coopératives ouvrières, la présence des étrangers dans les conseillers municipaux. C'est pourtant, vous pourrez dire que c'est anachronique, la commune l'a fait, donc c'est bien qu'il y a des gens qui avaient ces idées-là à cette époque-là, l'égalité entre les femmes et les hommes, bref, que des choses qui, moi, me plaisent et me font dire, voilà, là on avance politiquement vers quelque chose d'intéressant. Et aujourd'hui, les jeunes qui marchent dans la rue pour le climat, pour la justice sociale, pour toutes les justices d'ailleurs, eh bien effectivement, ils rejettent les institutions et cherchent de nouvelles formes démocratiques pour pouvoir faire progresser les droits. Et donc dans ce moment-là, je dis il faut célébrer la commune. Et il faut célébrer la commune aussi parce que la commune, c'est 20 000 massacrés pendant la semaine sanglante, justement par des gens qui prônent la violence politique et donc par ce que moi j'appelle des absolutistes, et donc les gens que vous vénérez vous. Et donc je redis oui, célébrons la commune pour nous rappeler que le pouvoir absolutiste mène à la violence, mène aux morts, quand le pouvoir démocratique mène à la conquête des droits, comme je viens de l'énoncer. Et Éric Zemmour, faut-il célébrer la commune? Alors moi, je suis pour commémorer la commune. Je suis tout à fait pour commémorer tous les événements de l'histoire de France. Parce que moi, je suis, comme Bonaparte, de Clovis au comité de salut public, j'assume tout. J'assume toute l'histoire de France. Donc la commune, y compris, même si je leur reprocherai toujours d'avoir brûlé les tuileries. Maintenant, la commune, il faut voir ce que c'est. Ça m'amuse quand vous prenez fait et cause pour la commune. Parce que la commune, ce sont des patriotes. Ce sont des gens qui refusent l'invasion allemande et qui veulent se battre. Premièrement, ça c'est le début de la commune. Se défendre, c'est normal. Non, ils refusent la paix. Mais ils refusent la paix, monsieur Taché. Ils refusent la paix. Deuxièmement, vous dites c'est des démocrates. Non. Ils ont pris le pouvoir par la force et contre une assemblée nationale élue par l'ensemble de la population française et qui, elle, a voté pour des députés monarchistes et pacifistes. Donc ce ne sont pas des démocrates, ce sont des gens, au contraire, qui font une sorte de coup d'État, de putsch, de révolution, si vous voulez, mais c'est la même chose. Pas pour moi. Mais oui, pour les citoyens et les militaires, c'est pas la même chose. Pour moi, c'est exactement la même chose. La révolution russe, c'est un putsch, c'est un coup d'État. Donc là, c'est la même chose. C'est une petite minorité de Parisiens qui prennent le pouvoir, de gens d'extrême gauche, divers d'ailleurs, parce que dedans, il y a des jacobins, il y a des anarchistes, il y a des proudhoniens, peu importe. On s'en moque. Et troisième chose, la commune, vous dites, sera massacrée, ça vous avez raison, sera massacrée par qui? Par des absolutistes? Non, monsieur Taché. Ce sont des républicains qui les massacrent. C'est monsieur Thiers, le premier président de la République. C'est la République qui va massacrer les communards. Et vous savez mieux que ça. La République ne s'instaurera, donc vous devriez vous en féliciter, que parce qu'elle a massacré les communards. C'est le grand paradoxe. C'est le grand paradoxe expliqué dans l'expression connue de M. Thiers qui dit « la République sera conservatrice ou ne sera pas oui, ». C'est-à-dire pour être enraciné auprès des paysans. Oui, mais il faut respecter le suffrage universel, M. Taché. Si pour être enraciné auprès des paysans, pour être accepté par les paysans, le grand paradoxe que vous ne voulez pas voir, c'est qu'il a fallu massacrer les communards. C'est que les paysans, dans leur énorme majorité, trouvaient que les rois n'avaient été trop économes du sang français et qu'ils ont reconnu à Thiers le mérite d'avoir massacré les communards. Vous voyez, c'est assez dur à accepter ça, monsieur Taché, mais c'est ça l'histoire. Aurélien Taché. Là, encore une fois, notre divergence vient du fait que moi, je ne pense pas que les paysans doivent rester forcément conservateurs éternellement. Je veux dire, si on fait une œuvre politique... éternellement si on fait une œuvre politique démocratique... Je vous ai parlé de Condorcet tout à l'heure, qui voulait un grand projet d'éducation universelle et d'instruction universelle pour justement que des masses qui peuvent être conservatrices puissent aussi s'émanciper politiquement et avoir une vision... Il faut les endoctriner, vous avez raison. Pas les endoctriner, leur donner les moyens de s'émanciper. Quand vous ne pouvez pas aller à l'école, quand vous ne savez pas lire, quand vous ne pouvez, c'est pas évident de se faire sa conscience de citoyen quand même. Donc effectivement, moi je pense que la République n'a pas nécessairement une vocation conservatrice. Je pense qu'elle peut être absolutiste et violente parfois, d'ailleurs. Mais elle a été très souvent, monsieur. Je suis d'accord, mais moi je regrette quand les Bretons, même les Vendéens, je vais vous dire, il y a ce génocide des Vendéens, ce massacre est aux antipodes de mes valeurs. Donc, moi je suis contre les absolutistes, quels qu'ils soient. Et donc après,
pour faire évoluer la démocratie, parfois il faut bousculer un peu. La commune, effectivement, est une expérience politique révolutionnaire, donc je ne suis pas spécialement révolutionnaire, mais je trouve que l'idéal qu'elle sous-tend est un bel idéal qu'il faut pouvoir célébrer aujourd'hui. Pas seulement commémorer, célébrer, parce que c'est ça aussi. Est-ce qu'on commémore, est-ce qu'on célèbre, est-ce qu'on met de la politique dans la mémoire? Moi je crois qu'il faut, mais il faut assumer de faire des choix. Et quand j'entends parfois le pouvoir actuel célébrer un peu tout et n'importe quoi et des choses parfaitement contradictoires, je me dis qu'effectivement, il y a un enjeu de repolitiser ces questions. Vous n'avez pas répondu sur la République qui a réprimé la commune. Non, mais il le sait. La République a réprimé la commune, c'est vrai. Et encore une fois, moi je veux une République démocratique et pas une République qui réprime les communards. Ok, messieurs, on est à mi-chemin du débat. Il n'y aurait pas eu de République s'il n'avait pas réprimé les communards. C'est la démocratie qui m'intéresse, moi. Oui, mais vous arrivez après la bataille. Plus que la République. Oui, mais monsieur Taché, il y a une bataille avant. Et si vous n'avez pas le massacre des communards, vous n'avez pas la République. Et donc il n'y a pas après monsieur Taché qui vient et qui dit « Oh, comme c'est bien la République ». Oui, mais au départ, elle a massacré les communards. Il faut l'accepter. Ce que j'essaye de vous faire comprendre, c'est que l'histoire, elle est tragique. C'est tout. Et qu'on n'est pas dans le monde de oui-oui. Et qu'il y a des choses comme ça qui se font. Et que oui, il y a des morts. Oui, il y a des massacres. C'est l'histoire du monde, monsieur Taché. Moi, je pense que l'idéal est de chercher à les éviter et de bâtir plutôt une société qui est fondée sur d'autres valeurs. Messieurs, on est à mi-chemin. On a beaucoup de questions encore. Oui, pour célébrer la commune. Oui, pour célébrer la commune. Moi, moi, je commémore la commune. Vous avez dit commémorer. Je célèbre Napoléon. Moi, je suis comme Pierre Nora. Je célèbre la commune. Je célèbre Napoléon, mais pas la commune. Quel est le bilan de la commune pour vous? Quel est le bilan de la commune pour vous? Pardon, Éric Zemmour. La commune, pour moi, c'est la dernière page de la Révolution française. C'est la phrase de François Furet qui est très juste. C'est-à-dire que depuis 89, tous les pouvoirs ont essayé d'arrêter la machine révolutionnaire de Paris qui avait été mise en place par les sans-culottes en 89. Et d'ailleurs, Bonaparte a réussi, mais la défaite extérieure a repris la machine, 1830, 1848. Tout le 19e siècle, c'est la tentative d'arrêter cette machine infernale révolutionnaire que M. Taché aime tant quand il n'y a pas de sang. Mais seulement il y a du sang. Et le problème, et enfin, avec la commune, on arrête cette machine. Ça devrait vous faire plaisir. Mais on arrête sur un massacre, sur un dernier massacre. Mais la République a l'habitude, vous savez, c'est le mot de Louis-Philippe après les journées de juin 48. La République a de la chance, elle peut tirer sur le peuple. C'est la République qui tire sur le peuple. Les rois sont beaucoup plus économes du sang français, ne vous en déplaise. Non, mais encore une fois, moi je n'ai pas forcément de... moi je vous dis, je combats les absolutismes. Qu'ils soient monarchiques, Louis XIV, votre idole, qu'ils soient républicains... je n'ai qu'une idole, c'est Napoléon. Mais Louis XIV, c'est un très grand Napoléon. Ou certains républicains, et puis ceux qui essaieront de travestir des régimes qui ne sont pas monarchiques, comme Pétain ou d'autres. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ceux qui sont contre ces absolutismes-là. J'ai très bien compris. Donc, monsieur Taché, vous avez un destin de soumis. Vous vous soumettrez à la force. Mais c'est comme ça, c'est votre destin. Je vous l'annonce. Et c'est comme ça que ça finira. Et vous avez un destin d'éternel déçu. Je ne veux pas me soumettre. Qui va finalement être dans une nostalgie d'époque de grandeur qui n'ont amené que misère au peuple français que vous prétendez aimer. Et vous serez éternellement déçu aussi parce que vos rêves d'impérialisme et de grandeur ne peuvent mener ce pays que dans le mur, à la violence et à la misère et au chaos. Stendhal dit, dans un texte magnifique, il dit « Les Français de 1810 ont un complexe de supériorité inouï, ils se sentent supérieurs à tout le reste de l'humanité. C'est comparable à ce que ressentaient les Espagnols au moment de Charles Quint et les Romains au temps de l'Empire romain. Les Français de l'époque ne pensent pas comme vous, monsieur Taché. Ils sont fiers de dominer l'Europe. Alors, messieurs, j'aimerais qu'on avance un petit peu. Comment définir... Non, pas du tout. Les Français. Stendhal, il était de gauche, il était républicain. On a beaucoup de choses à dire. On peut continuer un petit peu, aller un peu plus loin pour savoir comment définir ce qu'il faut commémorer ou pas. Quel récit national, quel roman national doit-on adopter aujourd'hui par rapport à la France et notre héritage de la France d'hier? Moi, je crois qu'il faut évidemment que l'histoire reste une science et qu'on puisse regarder les choses le plus objectivement possible. Et il y a eu un nouveau service qui a été créé là, sur les questions mémorielles, France Mémoire, c'est très bien, mais il faut qu'il reste consultatif. Et il faut ensuite que les pouvoirs en place, les dirigeants politiques, choisissent. Moi, je ne crois... le message politique qu'ils veulent envoyer finalement aux Français. Je ne crois pas que tout se vaut. Je ne crois pas qu'on puisse à la fois célébrer Jean Moulin et Pétain, par exemple. Et quand Emmanuel Macron dit Pétain était un grand héros, on doit pouvoir le dire, etc., il essaye de trianguler pour faire
faire plaisir aux amis d'Éric Zemmour, Éric Zemmour lui-même d'ailleurs, et à l'électorat qui pourrait être concerné par ces questions. Et il pense que ma famille, qui a résisté, ne va pas se sentir insultée. Mais elle se sent profondément insultée. C'est-à-dire qu'il y a effectivement deux mémoires. Moi, je crois qu'on a un certain nombre de faits qui sont objectifs, mais ensuite, en fonction des choix qu'on fait, des choix politiques dans lesquels on veut s'inscrire, on voit bien qu'il peut y en avoir des radicalement opposés. Eh bien, quand vous êtes au pouvoir, vous devez dire de quel côté vous êtes. Quel côté, finalement, vous préférez mettre en avant. Quel projet de société vous voulez proposer aux Français et quelles sont les sources dans le passé qui vous ont inspiré pour cela. Emmanuel Macron en est parfaitement incapable. La gauche ne s'intéresse plus à l'histoire, donc n'en parle pas. Et donc, il ne reste plus qu'Éric Zemmour et ses amis qui célèbrent leurs héros, qui sont donc des héros violents, absolutistes, inégalitaires, racistes, tout ce que, normalement, moi et mes amis politiques devrions rejeter. Éric Zemmour. Bon, alors, oui, il faut évidemment l'histoire et le cœur de la France. C'est-à-dire que si on oublie son histoire, il n'y a plus de France, parce que la France n'est ni une race, ni une langue même, puisque pendant longtemps il y a eu beaucoup de langues régionales, dites patois, ni une ethnie, ni rien du tout. Ça repose sur une histoire. C'est une histoire qui nous unit. Bon, ça, c'est une première chose. Donc, évidemment, il faut une histoire de France. Je ne dis pas qui passe son temps à glorifier uniquement les hauts faits de la France et qui cache les défaites, etc. Non, je ne suis pas du tout pour ça. Mais simplement, ce que je ne veux pas, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire l'anachronisme. Je pense qu'il faut observer et apprendre l'histoire de France. D'abord, il faut l'apprendre, ce qu'on ne fait plus. Et deuxièmement, il faut l'apprendre en fonction de l'intérêt de la France. C'est-à-dire que on voit beaucoup mieux quand on juge par rapport à l'intérêt de la France et non pas, et c'est là notre désaccord premier, par rapport à des principes supérieurs. Vous voyez ? C'est ça notre désaccord. Moi, je vois l'intérêt de la France. Je ne vois pas les droits de l'homme, la morale, l'égalité. C'est ce qui est dommage. Pour moi, l'important, c'est la France. Et parce que les autres ne voient pas les principes. Ou alors ils s'habillent de principes pour mieux nous dominer. C'est toujours la même chose. Ou on est dominant, ou on est dominé, monsieur Taché. Donc, deuxièmement, quand vous dites... Pétain, il faut pas dire que Pétain est le vainqueur de Verdun. Il ne faut pas le dire. C'est pas vrai. Je vous rappelle, c'est Nivelle qui a gagné Verdun. Alors, donc, qui a Nivelle? Non, Nivelle, c'était un. Non, Pétain, il arrive à la fin pour ramasser. Non, monsieur Taché, Nivelle est un partisan de l'offensive. Donc, Nivelle va prendre des offensives en 1917. Et c'est contre Nivelle, d'ailleurs, qui est un grand général, mais qu'on va se révolter. Les fameux mutins de 17, c'est contre Nivelle, parce qu'il y a beaucoup de morts dans les offensives de Nivelle. Donc, c'est pas vrai. Mais Verdun, c'est la défensive. Et le reste, c'est la construction politique du mythe de Pétain. Vous dites que vous voulez faire de l'histoire, mais là, vous refaites de la mémoire et du roman national, ce qui est d'ailleurs votre domaine, je vous le reconnais. Mais il y a différence. C'est l'idéologie. Alors, Éric Zemmour terminé, ensuite Aurélien Taché. Éric Zemmour, terminez votre argumentaire. Tout est idéologique. Tout. Évidemment que tout est idéologique. Oui, je suis plutôt d'accord avec vous. Voilà. Mais il faut l'assumer. Mais je l'assume. Voilà. Mais je l'assume. Mais je dis que le rôle... Vous avez dit, le rôle de l'État, c'est de défendre une histoire de France. Le rôle de l'État, c'est de défendre une histoire de France qui soit apprise du côté de l'intérêt des Français et non pas qu'on passe notre temps à battre notre coulpe sur le passé, qu'on passe notre temps à expliquer qu'on a été un tissu, notre histoire est un tissu de crimes et de mensonges et d'horreurs. Ça, non, monsieur Taché. Et on va arriver au sujet. C'est qu'il faut bien comprendre pourquoi on fait cela. Et pourquoi vous faites cela et pourquoi on fait cela? Parce que vous dites, il ne reste que les gens d'Éric Zemmour et ses amis pour célébrer ses héros et l'histoire de France. C'est faux, monsieur Taché. Excusez-moi. Depuis 40 ans, ce n'est pas moi qui dirige l'université française et l'historiographie française. Mais Aurélien Taché vous répond, pardonnez-moi. Et on attaque sur ce sujet. Et ensuite... Il y a deux choses. C'est-à-dire qu'il y a l'histoire qui doit être faite par les historiens, je l'ai dit tout à l'heure. Et quand l'État s'en mêle, il doit pouvoir accompagner les choses avec des... Et ensuite, le politique. Celui qui dirige l'État, qui lui doit faire des choix. C'est la différence entre l'histoire et la mémoire, finalement. Et la mémoire que vous souhaitez mettre en avant ou non, en fonction des idéaux qui sont les vôtres. Vous le faites parfaitement par rapport aux héros qui sont les vôtres, et vous ne les choisissez pas par hasard. Vous les choisissez parce qu'ils représentent les idées politiques dans lesquelles vous croyez, ou inversement. Mais enfin, en tout cas, tout ça est extrêmement lié, et donc c'est idéologique. Le problème de ce que je considère être le problème de la famille humaniste, progressiste ou autre, c'est qu'elle ne fait pas ce travail-là. Elle ne fait pas cela. Elle ne va pas célébrer, par exemple, dans l'histoire de France, les rois qui ont été plutôt
des artisans de la paix ou de la tolérance, que ce soit François Ier, que ce soit Henri IV avec l'édit de Nantes. Elle ne célèbre pas ceux qui déjà à l'époque s'opposaient à l'absolutisme de la monarchie, les monarchomaques, la Boétie ou d'autres. Elle ne célèbre pas aux larmes de gouges à la Révolution, j'en ai parlé tout à l'heure. On pourrait tracer un récit national qui soit progressiste, quand on croit dans les idéaux de progrès et de paix qui sont ceux dans lesquels moi je crois. Sauf qu'on ne le fait pas, parce que ce travail politique n'est pas fait par ceux qui devraient justement le faire parce qu'ils se revendiquent de ces principes, alors que vous le faites sur... Et je vous le reconnais. Mais non, mais très bien. Mais c'est un vrai problème que les autres, vos adversaires politiques, moi, nous ne le fassions pas suffisamment. Vous savez pourquoi les politiques de gauche et progressistes ne le font pas? Je vais vous dire pourquoi. C'est que tout simplement, ils ont l'université à leur service, les universitaires le font, l'école le font, les programmes d'histoire de l'école le font. Vous avez lu déjà des programmes d'histoire récemment, depuis une dizaine d'années, depuis une quinzaine d'années? Vous avez vu les livres d'historiens? Vous avez lu le livre de Monsieur Boucheron qui est... c'est pas les programmes scolaires, ça. Non, c'est pas les programmes scolaires, mais regardez les programmes scolaires. Olympe de Gouges a plus de place que Robespierre. Mais c'est pas vrai. Mais bien sûr que si. On ne parle que de votre héros Napoléon dans les programmes scolaires. C'est pas vrai, on ne parle pas de Napoléon. Vous savez quand est-ce qu'on parle de Napoléon? C'est assez récent, ça. On parle de Napoléon après, c'est-à-dire après sa défaite de 1815. Et on dit, le congrès de Vienne a défait l'histoire... Mais je vous assure, j'ai eu 3 enfants, donc je peux vous dire, j'ai suivi leur programme d'histoire. C'est faux, ça. On n'apprend pas Napoléon. Et Olympe de Gouges a le droit à 2 pages. Alors on ne doit pas lire les mêmes manuels. Alors que dans l'histoire de la Révolution, monsieur Taché, c'est une invention, Olympe de Gouges. Je ne veux pas dire qu'elle n'a pas existé, comprenez-moi bien. Elle a existé. Mais à l'époque, tout le monde s'en fout d'Olympe de Gouges. C'est une réinvention en 1900, dans les années 70, par Benoît de Groot, qui est allé chercher Olympe de Gouges pour la remettre sur le pavois et pour dire il y a des héroïnes féminines. C'est tout. Mais Olympe de Gouges, Robespierre ne sait même pas qu'il la guillotine. Il s'en moque complètement. Politique d'un roman national. Voilà. Sauf qu'il pourrait y en avoir un autre qui célèbre effectivement ces figures. Mais c'est ça qu'on apprend aux enfants. C'est votre roman national qu'on apprend aux enfants. Bon, alors, on va parler dans un instant de nos ancêtres les Gaulois. J'ai une petite question à vous poser avant, juste pour bien comprendre. Est-ce que ça, justement, ce récit national qui change régulièrement ou qu'on veut changer régulièrement, c'est uniquement en France ou est-ce que ça a toujours existé? 2 questions en une. Je pense qu'il y a quand même un tropisme assez fort de la France sur le fait qu'elle se construise par son histoire. Et ça, à la limite, on est d'accord là-dessus. Ça très bien. Et je pense qu'il faut effectivement tout dire, y compris Moi, je ne suis pas là pour dire il faut passer son temps à regarder ce qui a été terrible dans l'histoire. Il faut aussi célébrer sa grandeur. Mais il faut, pour moi, au-delà de l'histoire de la France qu'il faut regarder dans son ensemble, je crois que là-dessus on est d'accord, il faut qu'ensuite les gens qui défendent des idées politiques choisissent dans cette histoire de France les figures qu'ils ont envie de mettre en avant pour dire que le projet de société qu'ils veulent finalement développer trouve des sources dans le passé et dans notre histoire. C'est comme ça qu'on renforce une idéologie, c'est comme ça qu'on renforce un projet de société. C'est ce que fait Éric Zemmour toute la journée. Mais sauf que c'est ce que ne font pas suffisamment. Éric Zemmour vous répond, je vous ai répondu, je le fais, mais moi je le fais tout seul. Vous, votre idéologie, elle a toute l'université avec vous, elle a tous les programmes scolaires avec vous. C'est une autre puissance que moi. Moi, je ne peux pas endoctriner des millions d'enfants qui sont captifs. Moi, je ne peux pas endoctriner des milliers d'étudiants qui sont captifs. Les programmes scolaires, on apprend la décolonisation et pas la colonisation. On apprend Napoléon, on apprend ça, tout ça, l'ouverture. On n'a pas lu les mêmes programmes scolaires. Alors, vous m'avez pas dit si c'était nouveau et puis si c'est uniquement France, c'est pas bien grave. Mais nos ancêtres les Gaulois. En tout cas, Christine, c'est pas nouveau puisque c'est la monarchie déjà avait sa propre historiographie, donc c'est pas nouveau. Et c'est pas proprement français parce que évidemment que tous les pays se fondent sur une histoire. Mais c'est une spécialité française. C'est-à-dire que là on est d'accord là-dessus. Ça m'intéresse. Comme on est un pays ajouté de briques et de brocs, si vous voulez, de telle région, de telle région, de telle région, de telle région, tous les fameux 43 qui ont fait la France. Donc évidemment pour les unifier, on l'a fait par l'histoire. Les rois eux-mêmes le faisaient. Ils se disaient d'abord descendants de Troie et après de la Rome antique, etc. Alors, messieurs, merci beaucoup pour cette réponse. Messieurs, la célèbre formule « Nos ancêtres, les Gaulois », comment déjà vous l'interprétez ? Bon, alors on est exactement dans ce qu'on était en train de dire juste avant. C'est une pure construction de l'esprit pour essayer de nier que la France est beaucoup plus plurielle. D'abord, les Gaulois, ça n'a jamais existé. Si on est factuel historiquement, il y avait des Belges, des Aquitains et des Gaulois. Peuple. Oui, enfin bon, des Celtes, c'était assez varié. L'héritage réel dans l'histoire française, c'est peu. C'est plutôt les Romains ou les Francs qui ont laissé un héritage que les Gaulois, à proprement parler. Simplement, quand Nicolas Sarkozy reprend la vis il y a quelques années, parce que c'est la vis qui dit cette phrase, évidemment qu'il a des arrière-pensées en tête, qui lui sont soufflées
par son conseiller de l'époque, Patrick Buisson, qui défend peu ou prou les mêmes idées qu'Éric Zemmour, et qui disent l'histoire, il faut s'emparer de ce sujet-là, parce que politiquement, c'est comme ça qu'on va réussir à faire infuser nos idées. Nos ancêtres les Gaulois, c'est Sarkozy ? C'est lui qui le reprend à un moment politiquement il y a une dizaine d'années avec beaucoup de force. C'est ça que je veux dire. C'est la vis, mais c'est Sarkozy qui en fait tout un flanc. Donc et qui remet ça au goût du jour dans des visées politiques. Donc moi je pense qu'effectivement nos ancêtres les Gaulois, c'est largement un mythe qu'il faudrait plutôt enseigner aux jeunes Français cette histoire-là, mais aussi une histoire plurielle, mais aussi l'histoire des migrations, l'histoire des pays d'origine d'un certain nombre des aïeux des Français d'aujourd'hui, et qu'il faudrait une histoire beaucoup plus complète si on voulait être. Mais déjà, comment est-ce qu'on interprète effectivement ? Alors, ça m'amuse beaucoup votre réflexion sur les ancêtres les Gaulois. C'est pour ça que je vous ai taquiné avec Sarkozy, parce que vous savez très bien que nos ancêtres les Gaulois, c'est justement la volonté des républicains, Monsieur Taché, des républicains, d'arracher l'histoire de France à ses commencements chrétiens avec le baptême de Clovis. Jusqu'à présent, d'ailleurs, De Gaulle a une formule magnifique qui dit « Je suis d'un pays, la France, qui a commencé avec le baptême de Clovis ». Donc, jusqu'à présent, la France et l'histoire de France qu'on apprenait aux enfants, je dis jusqu'à présent, c'est-à-dire jusqu'à la fin du 19e siècle, jusqu'à ce que la République prenne le pouvoir. On disait que ça a commencé avec Clovis et le baptême de Clovis. Et donc, évidemment, ça a commencé avec le christianisme. Comme disait Michelet, la France est une conquête de l'Église. Donc, on a ça. Et les républicains, Michelet, monsieur, oui. C'est pas un réactionnaire, c'est pas dans ma bande. Donc, non. vous n'allez pas dire aussi que Michelet, c'est dans ma bande. Bon. J'ai pas dit ça. Bon, d'accord. Bon, il nous reste 15 minutes pour l'info. Donc, on a les républicains qui disent on va arracher dans le programme politique de déchristianisation, on va prendre nos ancêtres les Gaulois. Et nos ancêtres les Gaulois, c'est là que je ne vous comprends pas. Parce que quand vous parlez de Patrick Buisson, ça m'amuse beaucoup. Vous savez, je connais bien Patrick Buisson. Et Patrick Buisson, il n'est pas nos ancêtres les Gaulois. Il est plutôt Clovis et le baptême de Clovis. Donc, nos ancêtres les Gaulois, c'est le slogan le plus antiraciste qui soit. Ça devrait vous plaire, monsieur. Je vais vous dire, moi j'ai appris... la nation, ça me plaît pas moi beaucoup. J'ai appris... Je vous fais pas ce reproche-là. Moi, j'ai appris nos ancêtres les Gaulois. Et je n'ai pas une goutte de sang gaulois. Et pourtant, je me sentais complètement gaulois. En plus, je lisais Astérix, qui était formidable, et donc ça nourrit mon enfance. Et je me sentais gaulois, et après je me suis senti français, et après je me suis senti... j'étais avec Jeanne d'Arc, j'étais avec Bayard, j'étais avec D'Artagnan, j'étais avec Murat quand il charge à Hélo. Et puis, oui, mes ancêtres n'étaient pas là du tout, monsieur Taché. Ils n'étaient pas là, mais je m'en foutais complètement. Je m'en foutais complètement parce que j'étais nos ancêtres. Je vous ai lu, Éric Zemmour. C'est comme ça qu'on devient français, je vous ai lu. Et comme vous refusez cela, et comme vous n'êtes pas le seul, parce que ça fait 40 ans qu'on refuse cela, et qu'aujourd'hui, on a des populations qui le refusent absolument, et que vous encouragez à refuser, eh ben, on n'est plus français. Alors, d'abord, ça vous surprendra peut-être, mais je ne suis pas un farouche anti-catholique, donc je n'ai pas spécialement envie qu'on prenne les Gaulois, comme le faisaient les Républicains de l'époque, pour essayer d'effacer toute trace catholique de la France. J'ai pas ce problème-là. Patrick Buisson, probablement, est effectivement plus Team Clovis que voilà, si Gaulois. Il n'y a pas de problème, sauf qu'il était aussi conseiller politique et qu'à un moment, il est capable de quelques petits écarts par stratégie. Moi, je vous assure, c'est anecdotique, la Sarkozy, là-dedans. L'idée de Sarkozy de l'époque. Qu'est-ce qu'être français ? Non, mais je le redis quand même rapidement. Pourquoi Sarkozy fait ça à l'époque ? C'est la même époque où dans les manuels scolaires, il veut faire inscrire les bienfaits de la colonisation. C'est tout un récit. C'est pas dans les manuels scolaires, c'était une loi. Oui, mais enfin, il veut vous faire reconnaître cela et le faire infuser dans l'esprit des Français. Parce qu'il y a l'idée... C'était sous Chirac, cette loi, parce qu'il y a l'idée de vouloir dire qu'il faut finalement ethniciser la nation, donner une vision de la France où finalement... tout le monde, par une espèce de subterfuge, y compris ceux dont les ancêtres ne sont pas gaulois, devrait comme ça, tout d'un coup, se nier. Parce que vous dites ça, Éric Zemmour, mais je vous ai lu. Ouais. Et effectivement, vous dites que vous avez appris cela et que vous étiez heureux de l'apprendre. Vous dites aussi que dans les écoles que vous fréquentiez, on vous a aussi parlé de vos ancêtres. Vous parlez, je crois que vous parlez qu'on vous a aussi appris l'histoire du judaïsme, du peuple juif, etc. Non, mais vous dites que vous avez la chance de connaître ces deux histoires et que finalement, oui, mais ce n'est pas le cas de tous les petits Français aujourd'hui qui ont d'autres, par exemple, confessions et d'autres origines. Parce qu'aujourd'hui, dans les manuels scolaires, on fait nos ancêtres les Gaulois, mais on n'enseigne pas le reste de la pluralité de l'histoire de la France. Et donc comprenez que pour beaucoup de Français, il y a quelque chose d'extrêmement bizarre finalement de se dire pourquoi on ne nous parle pas de nos ancêtres, de nos cultures, de nos religions et qu'on ne parle que des ancêtres les Gaulois. Par volonté politique, encore une fois, de culturaliser la citoyenneté et la nation française par idéologie nativiste. Et Éric Zemmour, vous je le crois profondément. Voilà. Très bien, on va parler de votre nativisme, c'est très bien.
D'abord, vous vous trompez. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que moi, vous savez, c'est facile, mon histoire. Moi, je vous ai lu, c'est tout. Mais oui, vous avez raison. Mais c'est très facile parce que c'est l'histoire de tout le monde, puisque c'est l'histoire de l'Ancien Testament. Donc moi, c'est assez simple. Vous savez, Abraham, Isaac, Jacob et Moïse, ce sont les ancêtres de tout le monde, de nous tous, de toute la civilisation judéo-chrétienne. Donc c'est assez simple de m'apprendre ça, en l'occurrence. Deuxièmement, là où vous vous trompez, c'est ça que vous ne comprenez pas. Pourtant, si vous m'avez lu, je le cite. Raymond Aron a une phrase magnifique que je fais mienne, justement dans le livre que vous évoquez. Raymond Aron dit « Quand j'étais enfant, je pleurais davantage sur la défaite de Napoléon à Waterloo que sur la destruction du temple de Jérusalem par les Romains en 70 après Jésus-Christ. » C'est exactement ce que je vis. Il y a une hiérarchie, monsieur Taché, et on devient français quand on adopte cette hiérarchie. C'est-à-dire que l'histoire de France devient vôtre et qu'elle coule dans vos veines. C'est le mot de Romain Gary que vous connaissez. Hein. Donc, c'est ça l'histoire de France. Si vous nous dites, il y a des gens qui viennent de partout ailleurs et qui ne veulent pas se reconnaître dans nos ancêtres, les Gaulois, et qui veulent apprendre l'histoire de leurs ancêtres, ça veut dire qu'ils ne veulent pas être français, monsieur Taché. Moi, là, contrairement à vous... C'est ça, mais si. Et en plus, j'ai fini. Vraiment, j'ai fini. En plus, il y a un autre problème qu'on va évoquer. C'est que cette histoire, elle est contradictoire avec l'histoire de France. C'est-à-dire qu'on passe son temps à nous dire que nous avons été criminels, que nous avons colonisé leurs ancêtres, que nous avons mis en esclavage leurs ancêtres, et que donc que les descendants des Blancs, parce que c'est comme ça qu'on parle aujourd'hui, doivent se faire pardonner cette histoire auprès des descendants des Arabes et des Africains. Mais si, c'est ça aujourd'hui. Moi, c'est pas ce que je dis. Mais c'est pas ce que vous dites, mais c'est ça qui se passe. Moi, ce que je dis, c'est que simplement, on doit pouvoir enseigner une histoire qui est la vraie histoire d'abord, et qui est donc pas simplement une espèce de mythe complètement construit sur le fait qu'aujourd'hui tous les petits Français n'auraient des ancêtres que gaulois. L'histoire de la France. On leur apprend plus ça, monsieur Taché, depuis longtemps, malheureusement. Mais moi, je le regrette, contrairement à vous. Et il faut continuer à l'enseigner. On n'apprend plus nos ancêtres les Gaulois, mais vous datez de 40 ans. Il faut continuer à enseigner cette partie de l'histoire de France, mais il faut aussi y ajouter, encore une fois, pourquoi vouloir choisir, hiérarchiser? Avec vous, la pluralité n'est jamais possible. Avec vous, c'est toujours, effectivement, l'unité par la violence, l'écrasement, l'aplanissement. C'est quand même vraiment dommage. Encore une fois, on en vient d'ailleurs, et c'est logique que quand on a une vision comme cela de l'histoire, on ait les idées politiques que vous ayez. Si on est capable d'assumer la pluralité, de comprendre un peu que oui, il n'y a pas de mal à dire qu'il y a des petits Français qui ont finalement des aïeux qui viennent d'ailleurs, que apprendre l'histoire de ces pays qui sont aussi liés à celle de la France peut être utile dans un récit d'ensemble, que c'est aussi comme ça qu'on fera dialoguer les cultures, qu'on prendra un peu la paix, et que la France, qu'on fera France, quoi, tout simplement, et qu'on fera France sans être dans une espèce de mythe où finalement, parce que c'est ça qu'il y a derrière, il faudrait s'assimiler et oublier ce qu'on est fondamentalement pour devenir français. Ça n'est pas ma vision de la France. C'est exactement ça, monsieur Taché. Il faut s'assimiler et pas oublier, parce qu'il n'y a aucune raison d'oublier, mais effectivement marginaliser ce qu'ont été nos ancêtres pour devenir français. Oui, il y a une hiérarchie. Et ce que vous ne voyez pas plusieurs choses. D'abord, c'est que nos ancêtres les Gaulois ne sont plus appris depuis 40 ans. Et que donc, on n'apprend plus l'histoire de France aux Français. Et qu'on leur apprend... mais non, je vous assure, on n'apprend plus nos ancêtres les Gaulois. Excusez-moi, c'est depuis longtemps. Bon. Deuxièmement, oui, je pense qu'il faut que des gens qui viennent d'ailleurs pour devenir français apprennent l'histoire de France et non pas l'histoire de leur pays et de leurs parents. Leurs parents peuvent leur apprendre ça. Hein. Et si ça les intéresse, plus tard, ils pourront apprendre l'histoire de leurs aïeux. Mais troisième problème, c'est que je vous répète qu'il y a eu des conflits entre la France et leurs aïeux. Et donc là, ils vont choisir. Et ce que vous voyez aujourd'hui dans les écoles, c'est que ces gamins, pour la plupart, ne veulent pas apprendre l'histoire de France et privilégient l'histoire de leurs aïeux et considèrent que la France a été une colonisatrice impie. Mais bien sûr que si, mais regardez la réalité. Et que donc il y a du ressentiment en permanence autour de l'histoire, il y a des histoires rivales, et que cette rivalité naît des affrontements. C'est ça le problème aujourd'hui. Donc on n'a pas... votre dialogue des histoires se mue en vérité en affrontement des histoires et en ressentiment des histoires. Moi, je ne crois pas ça du tout. Je pense que quand on devient français, d'abord, l'histoire de France, c'est finalement des sédimentations. Et ceux qui arrivent et deviennent français peuvent amener une part avec eux de leur culture, de leur héritage. Tout ça est plutôt intéressant. Moi, vous savez, je ne suis pas pour la France Ikea. Je ne suis pas pour la France, tout le monde la même couleur, tout le monde le même intérieur, et on uniformise une espèce de pays
par le mainstream. Moi, je pense qu'au contraire, quand on aime sa culture, c'est mon cas. J'aime la peinture, la littérature française. On pourrait en discuter des heures. Je pense qu'on doit aussi défendre le fait que ceux qui, au départ, ou quand ils arrivent, ou leurs parents ou leurs grands-parents avaient une autre culture, puissent apporter quelque chose dans un héritage, dans un commun qu'on peut construire ensemble. Je peux vous poser une question. Je vous écoute. Qu'est-ce qu'être français pour vous? Mais être français, c'est exactement... je vais vous dire. Parce qu'être français, c'est effectivement reconnaître l'histoire de France, l'apprendre, et puis ensuite pouvoir accepter cette pluralité que je suis en train de vous dire. Et puis après, il y a une question à se poser, pour moi assez simple. Oui. Finalement, est-ce que vous choisissez la France de l'esprit de résistance de Jean Moulin, de la générosité de l'abbé Pierre, ou est-ce que vous choisissez la France de Pétain, de ceux qui ont mis des gens dans les trains, ou de la soupe au cochon? Pour moi, les deux France qui existent, c'est celle-là. C'est celle des résistants, c'est celle des humanistes, et c'est celle des collaborationnistes qui veulent imposer une vision de la France ethnique, monoreligieuse, violente. C'est 4 ans dans l'histoire de France. C'est celle que vous défendez. Sur 1500 ans. Vous avez raison, je défends 4 ans dans l'histoire de France sur 1500 ans. Mais vous avez tout à fait raison. Mais c'est logique ça. Il nous reste 5 minutes. Vous dites vous-même être nativiste. Je vous pose la question parce que c'est votre expression nativiste. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire être nativiste? J'aimerais comprendre. Je vais vous répondre très simplement. C'est défendre, c'est dire que ceux qui étaient là avant ont plus de droits que ceux qui arrivent. De droits. Oui. Vous parlez de droits. Oui, plus de droits. Vous parlez de juridique. Plus de droits, pas forcément. Les droits, ça n'est pas que juridique, vous le savez parfaitement. C'est pour ça que je vous fais préciser, voilà. Je veux comprendre. Non, mais l'égalité n'est pas que pour moi à rechercher formellement, elle est à rechercher réellement. Alors, qu'est-ce que c'est la légalité réelle alors? Eh bien, c'est le fait que quand vous envoyez un CV parce que vous vous appelez, par exemple, Mohamed plutôt qu'Aurélien, vous n'ayez pas 7 fois plus de chances de vous le faire renvoyer. Monsieur ça, c'est l'égalité réelle, monsieur Zemmour. Alors, monsieur Taché, non. Ça, c'est. Je vais vous dire ce que c'est. Parce que c'est pour ça que je vous pose ces questions, parce que c'est très important. Oui. Moi, je vais vous dire ma conception. C'est que ceux qui sont là depuis 1000 ans, et je n'en fais pas partie, encore une fois, je suis français depuis 150 ans, et donc je ne fais pas partie du tout des gens qui étaient là il y a 1000 ans. Ceux qui étaient là il y a 1000 ans, ce sont eux qui ont fait la France. C'est-à-dire la France qu'on aime, la France des paysages, la France de l'art, la France de la littérature, la France de Voltaire, de Victor Hugo. Vous voyez, j'y étais pas, moi. D'autres l'ont fait depuis. Non, attendez, je finis. Donc ces gens-là n'ont pas plus de droits, puisqu'évidemment ils n'ont pas plus de droits juridiques, et ils ne les revendiquent pas ainsi d'ailleurs, parce que justement c'est le génie de la France, ce qui n'est pas le cas dans beaucoup d'autres pays. Mais en revanche, oui, ils ont une supériorité culturelle, et c'est sur eux qu'on doit se caler. Sinon, mais pourquoi venir en France? Pourquoi être français? Si on ne veut pas vivre à la mode des Français, si on ne veut pas devenir français, si on ne veut pas adopter les mœurs des Français, la conception des relations entre les hommes et les femmes des Français, les paysages des Français, la littérature française, si on ne veut pas faire sienne toutes ces choses magnifiques dont on a hérité des Français, et encore une fois, je n'y étais pas. À quoi ça sert? Mais ne venez pas en France. Mais monsieur Taché, c'est simple à comprendre ça. Mais je vais vous répondre quelque chose qui est tout aussi simple à comprendre. D'autres peuvent venir en France parce qu'ils voient dans la France justement une nation qui aurait assumé l'universalisme, qui assumerait l'humanisme, qui assumerait la paix. D'autres viennent en France parce qu'ils ont pensé que ce fabuleux pays qui a mis en place la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens pourrait leur apporter ce rêve d'égalité et de paix dans lequel ils croient. Et c'est à mon tour de vous poser une question. Oui. L'assimilation, c'est quoi pour vous l'assimilation? Jusqu'où on va, Éric Zemmour? Il faut abandonner sa langue, il faut abandonner sa culture, il faut abandonner sa religion. Non. Et si on ne le fait pas, qu'est-ce qui se passe? On fait un nouveau massacre de la Saint-Barthélemy pour les musulmans? C'est ça, monsieur Zemmour? Est-ce que vous iriez jusqu'ici? Vous, au pouvoir, qu'est-ce que vous feriez? Non, mais c'est très bien. Je pose la question. Monsieur Taché, c'est très simple. Très simple. L'assimilation, c'est ce qu'on a fait jusqu'aux années 70. C'est-à-dire qu'on abandonne sa langue, oui. Qu'on met de côté son histoire, oui, et qu'on adopte l'histoire de France. Et on arrête de reprocher à la France d'avoir vaincu ses aïeux. Les Italiens ne nous ont pas reproché les guerres de François Ier et de Bonaparte. Les Vietnamiens ne nous reprochent pas la conquête de l'Indochine. Hein. C'est très spécifique aux Maghrébins et aux Africains qui nous reprochent en permanence la colonisation. Donc moi, ce que je dis, moi pas du tout. Ce que je dis, c'est que être français, ça veut dire faire sienne son histoire de France. Oui, c'est abandonner aussi le prénom. Je le répète. Car c'est ce qui est arrivé, d'ailleurs c'est ce qui existait de Bonaparte jusqu'au général de Gaulle, et même au-delà, jusqu'à François Mitterrand. C'est-à-dire qu'on prend un prénom français. Et quand vous dites, c'est très intéressant ce que vous dites sur des prénoms qu'on n'arrête pas d'asséner, quand il s'appelle Mohamed, il n'est pas... Réalité. Oui, c'est la vérité, mais je vais vous dire, vous connaissez l'histoire de Diouf. Il y a une étude très intéressante. On a envoyé des milliers de CV avec un nom Diouf. 2 minutes. 2 minutes. Il y avait une dame qui s'appelait Diouf, Amélie Diouf. D'accord? L'autre, elle s'appelait, je dis n'importe quoi, Fatima Diouf. Et il y avait un nom repère qui était un nom français, Jean-Pierre, je sais pas quoi.
le prénom Annie, Catherine, Diouf avait le même nombre de réponses positives que le prénom français modèle. Donc si vous voulez, voyez bien, c'est le nom incarne le passé et le prénom incarne la France. Si l'immigré, parce que je vais vous dire, ce que vous appelez nativiste, quand les Anglais arrivent en Inde et qu'ils vivent à l'anglaise, donc ils ont tout à fait le droit. Quand les Français arrivent en Algérie et qu'ils vivent à la française, ils ont tout à fait le droit. C'est exactement comme aujourd'hui, on vit à la béninoise ou à l'algérienne dans des milliers de quartiers français. Mais bien sûr que c'est la même chose. C'est parce que vous véhiculez la même chose, monsieur Taché. C'est parce que vous véhiculez ces fantasmes-là que certains employeurs se disent qu'effectivement... Attrape quand le prof... Mais vous avez vu ce qui a suivi les enquêtes Attrape, vous l'avez regardé, j'imagine. Le prof vous dit, on n'est plus en France. Quand les femmes se font virer des cafés, vous dites, ça c'est bien, c'est tout à fait normal. Vous m'avez dit tout à l'heure que mon destin était celui d'être insoumis. Absolument. Moi, je vous prédis un destin d'aigri, parce que je vous assure que les jeunes générations ne se posent pas les questions que vous vous posez là. Vous trompez, beaucoup d'entre elles, au contraire, pensent que demain, s'appeler Mohamed ou Aurélien ne devra plus faire de différence quand on veut l'égalité en France. Et c'est très bien ainsi. Et c'est effectivement aux antipodes de l'idéologie nativiste qui finalement s'impose partout. Dans les pays multiculturels ou assimilationnistes, ça n'est plus le débat. L'émission est terminée. Je laisse le dernier mot. Aurélien Taché sur cette émission. Eh bien, écoutez, je pense que ça a permis de confronter des points de vue très différents. Moi, encore une fois, revendique l'idée qu'on puisse avoir un récit national qui fait toute sa place aux figures qui prônent ces idées de paix, de démocratie et de tolérance que je défends. Et j'espère qu'on les entendra un peu plus souvent à l'antenne que celles d'Éric Zemmour, qui sont intéressantes, mais qu'on entend beaucoup. On entend tous les points de vue sur notre antenne, celle d'Éric Zemmour, la vôtre d'ailleurs, puisque vous êtes là. Et on vous réinvitera une troisième fois. Merci à tous. Excellente suite de programme sur CNews.